Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Namblard. C'est encore nous, on est là. Donc on a débattu du main event, on a commencé par le gratinage. Maintenant on va parler de tout ce qui s'est passé avant. Voilà, la sous-carte qui était très très belle. Belles choses, il y avait des très très belles choses. Voilà, donc ça a commencé d'entrée de jeu. Callum Smith contre Joshua Boiti, qui a été peut-être mon combat coup de cœur de cette soirée-là. Parce que, en fait, j'avais pronostiqué moi la victoire de Callum. Alors j'avais dit par KO. Parce que je pensais que c'était un peu son moyen de s'en sortir avec son crochet du gauche. Mais j'y croyais pas trop quoi. Je me disais, Boiti, c'est quand même un gros morceau, c'est un vrai mi-lourd. Et le combat commence où Boiti, en fait, il vient un petit peu s'engager, il vient appuyer son physique, vraiment faire pression avec son physique. Et Callum Smith cherche à le repousser. Mais en fait, c'est un peu comme quand tu as une grosse pression physique qui avance sur toi et que tu n'arrives pas à trouver ta distance et à déchaîner. Ouais. Et tu sais, il vient appuyer son corps et tout, Boiti sur lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corps à corps, ça se joue très... Et en fait, je vois ça, je me dis, le combat, il va pas être bien parce qu'en fait, Boiti, il va coucher son poids dans les corps tout le long et il va l'avoir à l'usure comme ça. Sauf que Callum Smith, petit à petit, il se met, c'est son buddy McGirt qui lui dit, s'il est trop près, bim, tu vas chercher en bas. Ventrèche. Et il envoie des coups. Alors je me dis, bon, mais Boiti, il a l'air de les tenir. Et puis tu vois que Boiti, ça remonte à la face et tout. Et ça commence à... tu vois qu'il commence à se cligner des yeux, le Boiti. Ouais. Il se dit, finalement... Et là, tout d'un coup, je me dis, Callum Smith, il va le faire, il va le mettre KO. Sauf que Boiti, derrière, il va réagir en guerrier. Et il va contrer. Et en fait, alors Callum Smith, tu vois que c'est le plus puncher. Mais les mains les plus lourdes, paradoxalement, je trouve c'est Boiti. C'est vrai que j'ai trouvé que Callum Smith, alors j'ai pas vu énormément de combats de Callum Smith, mais je l'ai trouvé très... Il boxait comme s'il faisait 20 cm de moins. Oui. Lui, on aurait dit un petit Mexicain là, qui était au corps là, et qui a réussi à faire plein d'enchaînements au corps. En fait, Boiti ne voulait pas rester à distance, il a imposé un peu un combat de prix et Callum Smith, il a accepté les frappes. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai été agréablement surpris de cette boxe de Callum Smith qui, au corps, était quand même... oui. Puis ça remontait, très agréable des gauches. Ouais. Il y a un 6e round qui est fabuleux où en fait tu te dis, tu vois que Boiti, il a l'air au bord du gouffre, Smith va le faire tomber, puis Boiti, il arrive à mettre un crochet du gauche et d'un coup c'est Smith qui part en titubant et ça a été simple tout le combat, vraiment la guerre. Dans les derniers rounds, tu vois que même Callum Smith, quand il a accéléré, des fois il touche bien et en fait il tombe les bras, il recule, c'est un peu... Il peut pas en fait en remettre tellement il est un peu plus tout. Et vraiment le dernier round, le panache qu'il a Callum Smith, c'est son entraîneur qui le remotive et il y va et je me dis putain mais il va mettre KO Boiti quoi parce qu'il en met plein la tête. Donc vraiment grosse victoire de Callum Smith dans cette bataille qui prouve que voilà chez les mi-lourds il va falloir compter sur lui. Et il y en a beaucoup qui parlent pourquoi pas d'un Callum Smith-Benavidez, ça serait très beau combat. Mais voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce combat parce que Callum Smith, surtout qu'on avait des doutes, on se disait, après être passé dans les mains de Beterbiev l'an dernier où il avait pris une sévère défaite, est-ce qu'il va pas être un peu cassé, brisé ? Non, tu vois, il est toujours là. Non, franchement, c'était un très très beau combat. Ouais, très plaisant. Belle guerre. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément dans ce style-là, dans ce périmètre-là, au corps à corps, à la bagarre un petit peu. C'est ça, c'est que en fait, pas trop son style je pensais que Callum Smith allait chercher vraiment à placer son crochet du gauche, à rester à distance et à rentrer le crochet du gauche. C'est peut-être son plan qu'il avait un petit peu initial, mais très rapidement, en fait, là-bas, c'est venu au corps à corps. Il a dit non, ça laisse ça de côté, on va se battre. C'est ça. Donc très beau combat. Ouais. Très beau combat. Et après, donc, on a eu premier choc poids lourd, donc Zhilei Zhang contre Ajit Kabayel. Donc là aussi, ça a été la guerre. Alors ça commence, Zhang qui est très, je trouve, il fait un très bon premier round. Alors c'était marrant, Zhang, parce que je ne l'avais pas trop vu comme ça. C'est-à-dire que d'habitude, il est un peu plus attentiste. Là, il déclenche d'entrée, il veut toucher, il veut dire à Kabayel, je suis là. Tu vois ce que c'est ma puissance. Alors, déjà, première impression, je ne sais pas si ça a fait visuellement. Bon, Zhang, il est plus grand, mais je croyais que Kabayel ferait plus petit. En fait, Kabayel, il était massif. Il est massif, c'est une massif, c'était incroyable, quoi. Et là, je me suis dit, physiquement, ils vont se le rendre. Et en fait, Zhang veut le frapper d'entrée. Tu vois, même Zhang qui joue un peu, qui baisse les mains, qui commence à... Oui, il fait son furie un peu. Ouais, un peu, ouais. J'étais là, je dis, c'est marrant de voir Zhang faire ça. Et il fait un beau premier round. Et deuxième round, j'étais avec un gars et je lui dis, à mon avis, Kabayel, il va aller chercher le corps. Il arrive droit au corps et il se colle et bam, rafale au corps. Je dis ok, la stratégie elle est évidente, c'est logique. Face à Zhang qui est plutôt plutôt large et qu'on sait que le cardio c'est un problème, qu'il a 41 ans, il faut aller viser en bas. Et en fait, il se remet là
et bam, nouvelle rafale. Et il les enchaîne. C'est vraiment, il surprend. Et Jang, je me dis, parce que Jang, il avait dit, s'il vient au corps, je l'attends à la tête. Sauf qu'en fait, il se fait dépasser. C'est-à-dire le volume de Kabayel et tout. Et je me dis, quand je vois les rafales qu'il prend au corps, je me dis, mais il va pas tenir longtemps, en fait. C'est vrai. Hein. Parce que tu sens que ça frappe en face. Ouais. Et déjà, dès le 3e round, tu vois que Jang, il est... Ouais, il a coupé les jambes. Il est cuit, tu vois son visage qu'il est exténué. Et puis, ça commence à remonter à la face. Et en fait, je me dis, ouais, Jang, il va pas tenir, il va finir KO. Et c'est un peu ce que j'avais dit, quand on en avait parlé, j'avais dit, Kabayel, en fait, à chaque fois, ils arrivent avec un game plan. Et il est, je trouve, hyper rigoureux, hyper appliqué, Kabayel. C'est-à-dire, quand il dit, tu vas travailler au corps, il va pas, c'est pas, j'aurais pu faire le mieux, c'est, ok, je travaille. Okay. Et il le fait à la perfection. Ça fonctionne nickel. Au 4e, Jang, il arrive un petit peu à glisser à un moment donné une gauche où Kabayel, ça lui calme un peu ses ardeurs. Donc je me dis, ah, quand même, il a encore ça. Et au 5e, Kabayel qui accélère, qui a mis plein la tête. Jang, il a la tête qui part dans tous les sens. Je me dis, mais l'arbitre, il va arrêter de combat. Et d'un coup, le Jang, avec ses mains qui sont incroyablement rapides pour son niveau, bam, Kabayel tapis. Donc je me dis, bon, mais retourne un petit peu. Alors, tu vois, Kabayel, il se prend un knockdown, mais qu'il n'est pas. Enfin, il est secoué, mais. C'est un flash. Voilà, tu sens que bon, il n'est pas. La situation ne semble pas vraiment s'inverser. D'ailleurs, il reprend l'assaut, Kabayel, et s'il n'y a pas ce knockdown, le round va nettement à Kabayel. C'est que Jang, bon, le prend pour le knockdown. Tout à fait. Et au 6e round, hélas, ça se termine, quoi. Il revient au corps, il remonte, et en fait, il le frappe au corps. Au bout d'un Jang, il s'arrête comme ça, l'arbitre lui donne un compte debout, et puis après, nouvelle rafale, ses genoux à terre. Alors, il essaie entre les deux knockdowns de réagir. Vraiment, il envoie des coups et tout. Et il touche pas mal, mais tu vois que c'est là que tu vois qu'il est solide aussi, Kabayel. Il se dit, voilà, donc il l'a vraiment eu sur son terrain, à la guerre, à la puissance. Et Kabayel, en fait, c'est impressionnant, quoi, parce qu'il grimpe dans ce classement. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps, fin 2023. Et à chaque fois, en fait, je crois qu'il le surnomme The Monster Hunter, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent tous les mecs qui sont des monstres, les Makhmoudov, les Sanchez, les Jang, c'est lui, il vient et il les détruit, quoi. C'est vrai. Hein. Et il est impressionnant parce que là, il est dans le top 5 maintenant des poids lourds après cette performance. C'est vraiment, ce boxeur est assez incroyable, quoi, je trouve. Et tu bats Jang, Fury qui est out. Oui. Il y a Parker, il y a Dubois. Dubois. Usyk, bien sûr, qui est le grand, ouais. Les options sont belles maintenant. Là, les options sont très très belles. Là, franchement, ouais, c'est vraiment très impressionnant et très beau combat. Alors, beau combat par le fait que Jang est arrivé à ce coup fulgurant dans le 5e, parce que sinon, on va pas se mentir, c'était à sens unique. Hein. Ouais. Mais bon, c'était quand même, les deux ils se sont donnés, c'était la guerre. C'est ce qu'on veut voir dans le fait d'un combat poids lourd. Bien sûr. Puis c'est drôle de voir, quand tu vois le combat de Callum Smith avec Ortiz. Avec le Boiti. Boiti, pardon. Où toutes les défenses au corps, tu vois, qui sont vraiment hermétiques, il n'y a pas beaucoup de trous. Et tu vois, quand les gabarits sont vraiment massifs, les mecs, avec leurs petits gants de 10, là, où tu as l'impression qu'ils ont des moufles juste, et tu vois toute la place que ça laisse. Et tu vois que là, les mecs, il y a des trous partout au final. Ah oui. C'est vraiment. Ça cherche tellement le coup dur, quoi. C'est ça. Puis le poids des coups et tout, c'est incroyable. C'est énorme. Et donc très beau combat. Très beau combat, très belle bataille. Et après, alors, on a eu un combat que moi, c'était un peu le combat que j'attendais beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Madrimov contre Ortiz. Et j'ai été un peu déçu par ce combat. On a Madrimov qui est en fait d'entrée de jeu. Alors, comme on pouvait s'y attendre, Ortiz met la pression. Madrimov se déplace. Très très beau déplacement, Madrimov. C'est-à-dire ça pivote, ça switch, c'est garde basse. Et Ortiz cherche à le cadrer et en fait n'arrive pas à le toucher. Il déclenche même des combinaisons. Tu vois Madrimov qui esquive. Et je vois ça, je me dis, Madrimov, c'est limite, c'est du Roy Jones, quoi. Il est là. Et tu te dis, ouais, il s'amuse, il est en train de l'épuiser. Et puis en fait, ça dure un round, 2 rounds, 3 rounds. Et je me dis, ok, c'est bien, c'est beau, mais à un moment donné, il va falloir faire autre chose. Il va falloir peut-être boxer parce qu'en fait, tu n'as pas les rounds là. Parce que même si Ortiz, il ne te touche pas beaucoup, le peu qu'il arrive à faire, il est toujours plus actif que toi. C'est ça. Donc, on a l'impression que tu te regardes un petit peu dire, ah, vous avez vu c'était pour la caméra, ça. Pour les highlights. Il faut donner. Et à partir du 4e, il commence un peu à déclencher, mais il n'est pas efficace, Madrimov. C'est-à-dire que ses coups. Alors, déjà, Ortiz, bon, aussi, il faut dire, il a une garde hyper hermétique. Pas facile à aller chercher. Et puis après, d'un coup, Ortiz se met un petit peu à mieux cadrer Madrimov aussi, qui d'un coup se met aussi, je le vois entre les rangs souffler. Et je me dis, mais en fait, tu as fait tout un déluge d'énergie dans les premiers rounds à bouger, à pas perdre les rounds au lieu d'essayer de les gagner. Et en fait, tu as dépensé ton énergie pour rien, quoi. Pour peu de résultats. Et en fait, il se met à subir. Et alors, il va au corps à corps, il a ses moments et tout.
Mais je trouve que, en fait, c'était marrant parce que Madrimov, que je dis, j'avais l'impression que tactiquement, il était perdu. C'est-à-dire que c'est comme s'il était arrivé bien préparé, tu sais, avec 3 plans, un petit peu comme les grands boxeurs, ils disent, il y a toujours un plan A, un plan B, un plan C. Et qu'en fait, il s'entremêlait entre les plans qui disaient, ben vas-y, un coup, je vais me coller à lui, et bam, bam, puis je me remets à bouger. Je me dis, mais en fait, je sais pas, tactiquement, c'était un peu aléatoire, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'était difficile. Alors, il a ce coup, Madrimov, où il aime bien frapper à la Golovkin, là, tu sais, comme ça. Ouais, Sauf que là, il le mettait sans arrêt en première intention, et Ortiz, mais le voyait arriver à 10 000 km, ça passait jamais, quoi. Et en fait, ouais, c'est marrant, parce que du coup, Ortiz, lui, très constant, qui va venir travailler, qui frappe très très fort aussi, Ortiz. Chaque fois, les coups, mais ça claque et tout. Travail au corps, évidemment, et c'est vrai que ça a eu de l'effet, de l'impact sur Madrimov. Et Madrimov, ouais, dans les dernières rounds, au bout d'un moment, il se remobilise et il te place des combinaisons belles et tout. Et en fait, je sais pas, après il reprend, il se remet comme ça, il remet de ses gros coups. Il a eu des phases où, enfin, moi, de ce que j'ai vu, où effectivement, il y a des fois où il est assez loin, et puis d'un coup, il penche le buste comme ça, en mettant les mains sur le front, et il s'expose à moitié au corps, il est dans une position qui n'a pas l'air super agréable pour lui, il prend des enchaînements, il essaie d'envoyer son overhand bizarre. Je sais pas, c'est vrai que ça y a un semblant de brouillon un petit peu de la part de Madrimov. Ouais, voilà, j'ai pas trop compris. Alors c'est vrai que bon, comme on dit, les styles font les combats. Contre Crawford, techniquement, j'avais trouvé vraiment incroyable. Ouais, il a été et là, il avait été, voilà. Alors que là, bon, c'est pas le même profil, c'est sûr. Peut-être que voilà, ce type de profil qui vient lui mettre de la pression, qui frappe fort, ça l'a un peu désorganisé parce que Ortiz, attention, c'est un gros morceau Ortiz. Pour le coup, là, c'était le contraire. Ortiz était discipliné, constant. J'avance, c'est-à-dire que je pensais qu'il allait se faire frustrer parce qu'il touchait pas du tout dans les premiers quand Madrimov justement lui fait du Roy Jones. Et tu sens que c'est ok, pas de problème, fais ton truc, on a encore 12 rounds, je vais t'aurer. Et donc alors ça restait serré pour moi parce que moi j'ai scoré, j'avais un match nul. Mais en fait très rapidement je me suis dit ça va être pour Ortiz parce que objectivement c'est lui qui a fait le combat, qui amène le combat aussi, il est plus agressif et qui a fait un bon combat alors que Madrimov, c'était un peu comme tu dis, tu savais pas trop quoi. Il y a des trucs, tu te dis c'est extraordinaire, et il y a des trucs, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait quoi. Ouais, c'est ça. C'était un peu aléatoire. Ouais. C'est vraiment, j'ai trouvé très bizarre. Ouais. Donc au final, combat que j'ai trouvé assez décevant en fait. Et du fait plus de Madrimov, que j'ai pas vraiment compris tactiquement ce qu'il a cherché à mettre en place. Alors j'ai vu que ce matin sur les réseaux, il avait dit que parce qu'en fait il devait combattre Boachuk en décembre, il avait annulé parce que sûrement qu'en fait il savait que comme il y avait Ortiz qui arrivait en février, quand il a dit mais finalement il y aura Ortiz en février, là il a dit attends, je vais pas faire à 2 mois d'intervalle en combat. Ils avaient trouvé l'excuse de la maladie, mais là il dit non mais j'étais encore malade, j'avais les bronches pas prises et c'est pour ça que j'avais pas de cardio. Ouais, bizarre. Si tu avais eu ça, je pense que tu n'aurais pas fait ce que tu as fait dans les premières rounds parce que tu as fait une dépense énergivore que moi j'ai trouvé, j'ai pas compris. J'ai absolument pas compris ce game plan. Donc voilà, il l'a payé face à un très bon boxeur contre Ortiz qui lui grimpe dans cette catégorie. Et cette catégorie super welter, ça reste vraiment... c'est costaud. Ah, c'est vraiment tous les profils qu'il y a et tous ils peuvent te faire des super combats, c'est vraiment la meilleure catégorie. Donc pas le meilleur combat. Non, assez déçu alors que c'était très prometteur. Ouais, dommage. C'est assez dommage, ouais. Heureusement les autres, il y a eu de belles choses avant et après. Ouais. Donc après, on a eu Shakur Stevenson contre Josh Padley. Alors Josh Padley, donc on n'a pas eu le temps d'en reparler évidemment quand on a fait notre vidéo parce qu'il y a eu plein d'annulations. Il devait affronter Floyd Schofield qui apparemment est tombé malade. Alors pour le coup, il n'y a qu'un dit que c'est une excuse. On a vu des photos à l'hôpital, apparemment il était vraiment pas bien, Floyd Schofield. Et Josh Padley, alors là ça a été le petit coup de cœur de la soirée. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire en fait de ce mec qui était électricien en Angleterre. Il était sur les chantiers. On l'a appelé mercredi, il a dit, parce que c'est un boxeur pro, attention, mais comme il ne gagne pas assez avec la boxe pro, il est électricien à côté, on lui a dit, il y a une opportunité. Samedi, tu fais quoi? Tu viens à Riyad, voilà. Il a dit aux collègues, les gars, il allait voir le patron, excusez-moi, vendredi je ne serai pas là, je prends mon après-midi, voilà. faut que je traverse le globe. Et il l'a fait. Et effectivement, il est arrivé. Et alors, apparemment, Turkalachik, donc il a promis une bonne bourse, et apparemment, Turkalachik aurait promis une maison. Il a dit tu choisirais une maison, je te la Donc, le gars, il a fait le jackpot. Alors, on a dit si en plus il gagne, alors là, c'est. Ah ouais, là, ça serait incroyable. Tu l'appelles le jackpot, le gars, c'est. C'est clair. Et en fait, on savait que c'était pas le même niveau que Shakur. On savait qu'il arrivait, il n'avait pas été préparé, il n'avait pas eu de camp d'entraînement. Et mine de rien, il a fait son combat. Et bel exemple de panache, de cœur. Parce que très rapidement, on a vu que Shakur, il était au-dessus.
que dès que ça rentrait des combinaisons de Shakur, les mecs ils prenaient 3 coups, il y avait la tête qui partait dans tous les sens. Alors Shakur, certes, c'est pas le plus gros des punchers, mais bon, les coups, c'est pas de la nourriture. Hein. Quand ça arrive par 5, des rafales de 5 et tout. Et Josh Padley, sans arrêt, cherche à répondre. Alors, évidemment, la défense de Shakur faisait qu'il touchait pas bien ou nettement, mais il a mis du cœur, il a mis de l'envie. C'est-à-dire que ce gars, il a dit, écoute, c'est ma chance. Oui, je tente et je donne tout. Et franchement, c'était un très très beau combat. C'était pour l'histoire de Padley, franchement, moi je ne l'ai pas trouvé déméritant. Non, mais moi je m'attendais à ce qu'il se fasse. Et en fait, tu vois que voilà, il y a l'écart de niveau, mais pour un gars qui n'arrive pas préparé, bon, il est un minimum près. Ça sera marrant d'en parler avec le combat qu'on va évoquer après. Et là, mais vraiment, alors il se fait stopper. Je croyais qu'il avait presque tenu à la limite, mais. Les coups, au bout d'un moment, Shakur l'attaque au corps, ça fait mal. Et au 9e, 3 fois au tapis. Et il se relève et son coin, même l'arbitre, il jette la serviette. Ils ont raison parce qu'ils l'ont laissé continuer, c'était bien. Mais au bout d'un moment, il faut prendre aussi soin du gars quand tu vois qu'il prend beaucoup trop de coups. Oui, parce qu'il en a pris. Franchement, même si Stevenson, c'est pas un puncher, il les prend net quand même. Il y en a plein qui il les prend proprement. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de coups. C'est vrai, il les prenait plein fer. Tu vois, et la tête, elle partait dans tous les sens, ça arrivait au corps et tout. Donc voilà, belle démonstration de courage. Je pense qu'il aura d'autres opportunités, ce boxeur. Et au final, c'était un plus beau. Moi, j'avais peur que ce soit vraiment le moment de la soirée où je me dirais, bon, ça va être du Shakur, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer un jab et puis il va courir 3 fois le tour du ring, hop, il va mettre un. Non. Comme là, il savait que le mec, techniquement, était moins bon, il avait plus donné, il y est plus allé, mais en face, ça a tenu, mine de rien, ça a tenu la tranche de haute. C'était très très intéressant, c'était un très très beau combat. C'était, voilà. Et donc après, on arrive au combat Joseph Parker contre Martin Bakole. On aurait dû avoir Dubois Parker, puisque Dubois a la ceinture. Et là encore, dernier moment, Daniel Dubois apparemment malade. Décidément, c'est une épidémie. Et alors là, on en reparle parce qu'il y a plus de suspicions sur Dubois, parce qu'on a vu que Usyk a dit qu'il allait affronter Dubois probablement. Alors il y en a qui ont dit, est-ce qu'en fait, il n'a pas eu la garantie d'Usyk et il s'est dit, écoute, je prends pas de risque avec Parker. Je vais attendre. C'est possible. C'est très possible. Et c'est vrai que le vendredi, en fait, on commence à dire, il faut trouver un remplaçant. Alors, il y avait Mourad Aliyev qui avait été évoqué, il y a eu Laurent Sokoli, et je me souviens qu'il y avait plein de gars qui disaient Bakole. Il y avait des articles qui disaient, mais normalement, il ne devrait pas prendre Bakole. Tu disais, ouais, mais Bakole, il est trop dangereux, il ne va pas le prendre comme ça, un short notice. Et puis, on annonce Bakole. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux la réaction de Jeff Parker, tu vois en direct quand il annonce Bakole. Et lui, il est hyper enthousiaste, il fait « Oh, yeah, let's go » et tout, alors qu'il le connaît, il a tourné un sparring avec lui. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un post donc, sur la chaîne, le Cuisine au Blanc, où j'ai dit, franchement, bel exemple de panache des deux côtés, Bakole, au dernier moment, 48 heures avant, tu acceptes un combat alors que tu n'es pas en camp, tu n'es pas préparé. Et Parker acceptait un danger Bakole. Et puis petit à petit, les infos ont commencé à arriver, on nous a dit, attention, parce que contrairement à Josh Padley, qui mine de rien, doit s'entraîner assez régulièrement un peu de forme, Bakole, on nous a dit attention. Bakole, il sortait du Burger King de chez lui, il a dit allez go, j'y vais. Il a dit j'y vais, et en fait les gens ont dit il pèse, attention, il est très très lourd, il n'est pas en camp. Alors en fait apparemment il allait commencer, ou il avait un peu commencé un camp d'entraînement parce qu'il devait affronter Fadjak Bammeh, mais on a vu très rapidement. Alors déjà il n'a pas pu être là pour la peser. Pour te dire, il est arrivé, je crois, à 1h du matin à Riyad, tu combats le soir suivant, donc c'est des conditions déplorables. Et en fait, quand il est arrivé, on l'a pesé. Alors, il était habillé, mais bon, je veux dire, il avait un t-shirt, un jean, c'était pas. Et il pèse 143 kilos, et tu te dis, aïe, aïe, aïe. Alors, tu dis, oui, quand il va frapper, il va faire mal, mais il a 3 rounds devant lui, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me souviens que voilà, moi j'ai fait un deuxième post pour en parler. Il y a eu beaucoup de gens, notamment JC de Box Attitude, il y avait un tel box où, parce que tout le monde s'enflammait, en fait Bakole il a une certaine aura et tout le monde disait mais non, mais même pas préparé, vous allez voir, Bakole il va sécher Parker. Et on disait, les gars, c'est Parker, s'il est à ce poids-là, je vous le dis, oui, il peut faire quelque chose dans les premiers rounds, mais si les premiers rounds ne prennent pas, et voilà, il va perdre. Et en fait, même moi, j'ai commencé à dire, les gars, je ne sais pas s'il pourra finir le combat, Bakole, dans ces conditions. Alors, je ne pensais pas que ça serait comme on a vu, parce que le combat arrive, et tu vois Bakole qui arrive, les joues gonflées, il est énorme. Parker, alors lui, déjà, moi, quand j'avais eu la pesée, il n'a jamais été aussi lourd, Parker. Les deux n'avaient jamais été aussi lourds, du coup. 121 kilos, mais tu as vu la carcasse, vraiment bien affûtée, tu sens qu'il a fait une prépa physique, une prise de masse vraiment forte. Et c'est là que je me suis dit, déjà moi quand j'avais eu la pesée, parce que moi quand on avait fait la vidéo prono, j'avais dit Parker pour moi battra Dubois.
J'ai vu la pesée, j'ai dit Dubois, je crois que tu as bien fait d'être malade parce que franchement, alors je dis pas, ça aurait été un autre combat, et Dubois, on sait qu'il est hyper dangereux aussi, mais moi j'avais déjà misé sur Parker et là j'étais conforté. Et là donc il arrive lui super en forme et tout Parker. Premier round, Parker, tu sens qu'il est prudent quand même, il sait que ça frappe en face. C'est-à-dire que hop, je mets le jab au corps, je sors, je me déplace beaucoup. Et c'est à la fin du round, Bacolé arrive à lui rentrer un peu un uppercut, il commence à enchaîner. Je me dis attention, et puis en fait au deuxième, Bacolé fait ce qu'il fait bien, c'est-à-dire qu'il met de plus en plus la pression. Et Joseph Parker, en fait, il n'a pas le choix que de venir un peu au contact pour le repousser. Et là, je pense qu'en fait, il se rend compte, il se dit, je crois qu'il est vraiment pas prêt. Ouais. Et il sent que les poings s'enfoncent. Ah ouais, et à un moment donné, il lui met une droite énorme, et Bacolé, il fait comme ça, l'air de dire, je l'ai pas pris. Mais bon. Moi, sur le coup, je me dis, oh, putain, il est solide. Mais en fait, Parker, il voit ça, il dit, Coco, très bien. Tu me la fais pas à moi, je sais très bien que je t'ai fait mal. Bouge pas, j'arrive. Et quelques secondes après, Bacolé qui tente d'envoyer une droite, Parker, la droite qui atterrit sur la crâne. Ouais, c'est ça. Bacolé qui recule, et puis d'un coup. Oui, tu vois les jambes qui tremblent. Et bam. Allez. Et KO. Et en fait, ouais, logique, un Bacolé prêt à préparer. Alors, beaucoup ont dit, oui, bien sûr, ça n'aurait pas du tout été le même combat si Bacolé avait été préparé et qu'il avait les armes pour battre Parker. Mais quand même, ce que Parker nous montre, pour l'avoir fini aussi, parce que je pense que même ceux qui étaient conscients que Bacolé n'était pas prêt, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il se fasse terminer aussi vite. Hein. Exactement. Ouais. Puis là, en plus, la scène où il prend la droite. Ouais. Non, c'est bon, j'ai rien, même pas mal. Et puis derrière, bim, il le prend en haut de crâne et les jambes qui flanchent. La scène, elle est assez drôle. Ouais, mais Parker, en fait, en gros, je boxe depuis que j'ai ton. Je sais très bien que je t'ai eu. C'est ça. Et derrière, tu vois que Parker, il enchaîne. Donc oui, alors c'est un peu dommage pour Bacolé. Alors bon, il a joué, il a perdu, j'ai envie de te dire, il a accepté de prendre ce risque. Alors ça nous a quand même sauvé la soirée parce que en termes d'affiche, si on avait mis Mourad Aliev ou Laurent Sokoli, on arrive, c'est pas pareil. Là, Bacolé, on avait quand même ce petit pion de dire, même s'il n'est pas préparé, c'est vrai que c'est tellement un monstre et tout, sur un coup, ça se trouve, ça peut... Enfin, c'est un bon homme, Bacolé, quoi. Tu le mets sur une affiche, quand même, ça fait quelque chose. Mais c'est vrai que, voilà, certains disent, est-ce qu'il s'est pas un peu grillé? Alors, on va voir comment il va rebondir. Mais c'est vrai que c'était une grosse exposition dans cette sous-carte. Et il y a des gens qui, peut-être, on leur avait dit... Bacolé, c'est un monstre, c'est le futur des poids lourds et tout. Alors parce que les gens sont beaucoup enflammés sur Bacolé aussi depuis certains mois. Le mec il dit je vais enfin regarder ce monstre. Il voit ça, il se dit non mais les gars, c'est ça votre monstre? Parce que le gars n'a pas forcément le contexte et tout. Oui. Donc c'est vrai que ça. Au niveau de l'image, c'est pas le Bacolé qu'on a vu dans ces grandes heures. Ouais. C'est clair. Évidemment. C'est clair. Donc c'est bien pour Joseph Parker, même si Joseph Parker, un peu les boules parce qu'il avait une chance pour le titre mondial face à Dubois qu'il a perdu. Peut-être que Dubois va aller vers Usyk, alors que certains disent est-ce que Parker mériterait pas plus que Dubois d'aller vers Usyk après ce qu'on a vu. Parce que ça rabat les cartes. C'est ça quoi. Et c'est vrai que moi je pense que Dubois, t'as bien fait de tomber malade, très honnêtement. Ouais. Parce que Dubois, je sais que moi, comme j'avais parlé dans la première vidéo, oui, il est très bon, il a progressé, mais je crois qu'en fait, lui aussi est un peu sur un nuage depuis qu'il a battu Joshua. Un peu comme aussi Bacolé, mine de rien. Depuis très longtemps, on le dit que c'est un peu une grande bouche. Si tu l'écoutes, tu as un micro, tu parles d'un boxeur, il dit je l'ai mis KO en sparring. Tu lui dirais Mohamed Ali, non mais je l'ai mis KO en sparring, n'importe. Et après, on aime bien le personnage comme ça, mais je pense qu'il y a aussi ce fait qu'il ait accepté le combat sans prépa. C'est que je pense que Bacolé se dit non mais moi. T'inquiète, je les sèche tous. Et là, peut-être que tu t'es pris un peu une leçon d'humilité qui va te faire dire bon, faut se recadrer. Parce que ça aussi, pour faire la comparaison avec Josh Padley, je sais JC qui en a parlé de Box Attitude, parce qu'il y a eu le débat. Est-ce que c'est normal, même si tu n'es pas dans un camp de prépa, que tu arrives au dernier moment, d'arriver dans cet état-là? Est-ce que quand tu es un sportif, un boxeur, tu ne dois pas toujours, surtout quand tu as des classements... Un minimum de... Voilà, et que tu sais que ça peut arriver, ce genre que tu sois appelé. C'est vrai. Parce que il a cité notamment, et c'est vrai, l'exemple de Joan Duhaupas, qui est pris le jour J contre Povetkin en remplacement vraiment des dernières minutes. Bon, il se fait mettre KO au 6e, mais pendant 6 rounds, il donne quand même un combat, quoi. Là, Bacolé, c'est vrai que... Oui, il a transpiré, quoi. C'est ça. Donc bon, c'est compliqué. Après, c'est vrai que c'est un contexte très particulier. Et voilà. C'est un sport qui est particulier. Là, je veux dire que tu combats pas de... Tu sais que tu n'as rien de prévu sur les 6 prochains mois. Tu te dis, préparer un combat, ça va me prendre 2-3 mois. J'ai 3 mois où je le prends tranquillement, quoi. Puis là, tu as une offre où, à mon avis, le chèque, il pouvait pas le refuser. Bien sûr. Donc, surtout là, effectivement, c'est pas comme s'il avait eu ne serait-ce que 15 jours.
C'est que là, quand tu as 48 heures, bah, tu peux être mais... dans les mauvaises 48 heures de ta vie où tu n'es pas forcément au meilleur de ta forme. De toute façon, tu n'as pas le choix. Là, si tu prends ou tu ne prends pas. Hein, donc, voilà. Tu sais où tu vas. Et voilà. donc, c'est ce qu'il a fait. Mais donc, c'est vrai que voilà, parce qu'après, c'était une opportunité. Imagine, il gagnait. C'était extraordinaire. C'était incroyable, voilà. C'est clair. Et ce serait plus jamais préparé de sa vie, peut-être. C'est peut-être le truc qu'il aurait eu finalement. C'est bon, en fait, les gars, vous entraînez plus. Prenez tous les combos au dernier moment. Et c'est ça la solution. Et non, mais hélas pour lui, ça n'est pas passé. Donc, ouais, c'est un peu triste pour Bacolé. Je suis quand même content pour Parker aussi. J'aime beaucoup le parcours de Parker, la dimension qu'a pris sa carrière, parce que c'est un boxeur. Quand je le suivais en 2016-2017, qu'il était au début, qui était champion du monde, c'était vraiment pas un gars qui nous faisait rêver. Et il est tombé, il s'est relevé. Et je trouve que la carrière qu'il fait là depuis ces derniers temps, avec les victoires contre Wilder, Jang, là maintenant Bacolé, quand même un sacré bonhomme, le Joseph Parker, quoi. Il relance bien sa carrière, alors qu'après le KO contre Joyce, on pensait que peut-être c'était le début de la fin. C'était fini. Donc écoute, on va voir ce qu'il en sera pour la suite. Alors il y en a aussi qui parlent de Parker, Kabayel. Ça serait légitime. Maintenant, j'ai envie de te dire, si Parker il se fait mettre KO par Kabayel, c'est un peu injuste. On va dire, vous y aurez mis dans les pattes tous les gros noms dangereux, parce qu'à chaque fois, il a dû attendre pour son titre. Et donc, après, à voir, ça serait intéressant. Mais en tout cas, voilà une sous-carte qui, dans l'ensemble... Était très sympa à voir. Hein. Il y avait des belles affiches, des beaux noms. Ah ben oui. Et un truc qu'on n'a pas dit, moi, c'est ce qui m'a épaté. Quand Callum Smith-Boissier était fini, j'ai dit, bon, les gars, vous voulez boire un truc, on a le temps. Et d'un coup, je vois Kabayel qui fait son entrée. Et je sais pas, les combats se sont enchaînés de vitesse. Et ça, c'est rare. Et il en avait parlé, Turkel Alchik, l'an dernier, il avait dit, dans les trucs améliorés de la boxe, il a dit, il faut faire comme l'UFC. L'UFC, regardez, vous avez 5 minutes entre deux combats, ça dépote. En boxe, à chaque fois, c'est trop long. Et là, ça y est, il l'a fait. Il avait dû tout caler. Ça s'est enchaîné. On n'a pas attendu entre les combats. Ouais. Ça évite d'avoir des événements qui durent 10 heures. Parce que là, ça a quand même fini à 1h du matin. Heureusement qu'il n'y avait pas ces temps. C'est ça, parce que sinon, après, c'est infernal. Tu peux pas, c'est pas possible. Infernal. Et là, moi, c'est ce que je comprenais pas. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, ils te remettaient des documentaires pour essayer de meubler, des interviews. Tu dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font, les gars, quoi. Là, ils étaient prêts, ça a dépoté. Merci, donc, Turquie. Voilà. On embrasse, on sait qui. Ah si, alors, venez, je suis en train de calculer, on a oublié un combat. Adames contre Hamza Shiraz. C'est vrai. On l'a oublié. Il me semble bien qu'il a manqué. Voilà, donc championnat du monde des poids moyens. Et alors, moi j'avais dit Shiraz, manque d'expérience mais meilleure dynamique. On a vu que le manque d'expérience était rédhibitoire. Ça commence, moi je me dis Shiraz, t'es comme ça, de temps en temps tu mets un jab et tout, et sauf qu'en face, il y avait un mec qui était à pour débiter. Pas fou, Adames, bam 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 bam, ça envoyait, ça esquivait quand Shiraz essayait de l'avoir avec son jab. Et vraiment Adames qui fait un combat où en fait c'est lui qui fait le combat. Shiraz en tortue. De temps en temps il y a un bon coup qui rentre et tu vois que ça appuie, mais c'est pas suffisant. Et voilà. Et en fait moi je l'ai senti d'entrée de jeu crispé. Ouais. C'est-à-dire que en fait on l'avait un peu évoqué dans la vidéo, je disais il manque d'expérience mais il est sur une bonne dynamique. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il allait gagner et qu'il y avait un contexte qui était favorable, et ça on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais en fait, d'entrée de jeu, je le sens crispé. Je me dis, il va se décrisper. Et en fait, non. Tu sens qu'en fait, ils l'ont fait grimper trop vite. Il n'était pas assez mûr. Il aurait dû prendre d'autres combats. Parce que quand on a ses opposants qu'il a eu, il n'y a pas eu un niveau intermédiaire qui aurait permis d'affronter un champion. Et là, ça s'est vu. Il était surclassé. Alors, il a limité la casse en fait en restant comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était jamais en danger. Mais voilà, tu restes comme ça, tu boxes pas, quoi. Tu boxes pas, c'est clair. Et à la fin, il nous a sorti le match nul. Sorti de nulle part. Alors que là, pour le coup, on peut parler d'un vol. Ouais. Alors, Adames, étant donné qu'il est champion, il garde sa ceinture. Mais on lui enlève une victoire au palmarès. Alors tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Shiraz n'a rien fait. C'est Adames qui mérite la victoire. Mais Shiraz, on a senti parce que c'est un peu. On l'a défini comme un ambassadeur de Riyadh Season. Alors on se dit. Il y a du chouchoutage. Il y a des gens aussi qui ont beaucoup montré des images. C'est vrai que c'était pas très, c'était très limite, je trouve. Où Turkel Alchik, dans les derniers rounds, il se lève, il va dans le coin, en fait, il lui dit des conseils. Et tu dis, t'es censé rester à ta place, mon gars. C'est toi qui payes tout le monde, mais tu payes aussi le mec d'en face. Donc là, je veux dire, alors c'est vrai que Riyadh Season, justement, on disait pour l'instant, il n'y a pas ce genre d'entourloupe. Parce que oui, tu peux avoir, typiquement, BTR Bivol, ça avait fait parler les décisions, mais
honnêtement, tous les gens honnêtes, tu dirais c'est pas un vol, ça dépend de ta perception. Ouais. Il y avait eu un peu, à un moment donné, à l'époque, Ray Vargas, Nick Ball, qui avait été aussi mais c'était très serré. Et là, pour le coup, c'est le premier vol qui là mérite le terme de vol qu'on voit dans un Riyadh Season, quoi. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais voilà. Peut-être qu'il était de la famille. Ah ben voilà. Cousine en commun. On ne sait pas. Mais en tout cas, Adames, qui est venu le port de République dominicaine face en plus à un géant comme Shiraz. Il a fait le combat super et il n'en est pas récompensé. Il est reparti comme il est venu. Voilà. En plus, les gens qui d'entrée de jeu le huaient, les supporters de Shiraz, alors qui étaient évidemment majoritaires en Arabie Saoudite. Alors que tu avais dit, bon les gars, je veux dire, c'est un combattant quoi. Oui. Et à la fin, même il eut, alors que tu avais dit, faites-vous petit parce que votre boxeur, il s'en est vraiment bien sorti avec son match nul parce que. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, ça a été un petit peu le moment de tâche du gala, mais bon. C'est ça. Après, dans l'ensemble, belle carte, des beaux combats, une belle soirée. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la sous-carte. Ouais, quel combat vous avez préféré éventuellement. Exactement. Ça, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, c'est important ça aussi. Et puis, nous, on se revoit très bientôt. Prochaine échéance, il y a quelque chose de prévu? Alors, il va y avoir, je crois que le prochain, ça va être Gervonta Davis contre Lamont Roach. Ouais. Intéressant, mais Davis qui gère toujours sa carrière. Et puis, en fait, on en parlait récemment là, avec des potes. On disait, franchement, après ce qu'on vient de voir en Arabie Saoudite, t'as envie de te lever, toi, la nuit pour voir Gervonta Davis affronter Lamont Roach. C'est vrai. On n'est plus sur le même ratio. Ouais. Peut-être que ça fera. Oui, non, mais je pense qu'on. Changer les choses, peut-être. Voilà, il y a. Pour l'instant, Gervonta, il fait de la résistance. Il ne veut pas aller à Riyadh Season, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand il va se retrouver seul et que les gens ils vont lui dire ok, tu fais des belles bourses aux États-Unis, mais tu as vu nous ce qu'on fait en Arabie Saoudite, peut-être qu'il va commencer à dire. Après, s'il conforte son projet d'arrêter prochainement. C'est ce qu'il dit, je sais pas. Ce serait dommage, mais bon. Ça laisserait un gros vide sa carrière parce que Gervonta Davis, on l'a attendu au tournant et on reconnaît tous que c'est un des plus talentueux et que presque il peut tous les battre dans cette caté, mais tu nous as rien montré, tu restes dans ta zone de confort et voilà. Mais on va voir peut-être s'il pliera parce que certes il est fier, mais Canelo était un coq fier aussi qui l'an dernier disait mais Turki Al-Chic, calme-toi, j'ai pas besoin de toi. Bon, mais finalement maintenant Canelo, il dit dis-moi Turki et il a signé pour 4 combats avec Riyadh Season. Donc si même le roi Canelo a plié, sous le... voilà, c'est un peu ce que me disait notre cher Matt de Gun de Box tout à l'heure qu'on salue. Il me disait Turki, c'est un peu le seigneur des anneaux, c'est un anneau pour les gouverner tous, c'est Sauron. Il est en train de. Et tous là, c'est les promoteurs, c'est Nazgûl, tu sais. Voilà, exactement. Il est en train de tout plier. C'est ça. Donc écoutez, nous on se dit à très bientôt. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit à bientôt. Ciao. Salut.